Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour parler d'un sujet qui est la D2C, comprenez la Direct to Customer, un sujet donc qui est particulièrement d'actualité. Nous allons voir tout au long de cette matinée, enfin vous êtes avec nous pendant 1 heure à peu près pour discuter de ce sujet. Nous allons voir comment mettre en place la D2C, comment adapter sa supply chain, quels sont les écueils à éviter et les bonnes questions à se poser, et bien sûr les facteurs clés de succès. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau 3 intervenants, enfin tout au moins 2, et puis un qui sera à distance. Pour commencer, donc Olivier Dubouis, vous êtes le directeur général associé du cabinet Diagma. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Hervé Le Huédé, vous êtes senior manager Diagma et vous avez fait une longue carrière au sein du groupe L'Oréal. Oui, exactement. Et donc à distance, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Vincent Arnoux. Vous êtes Logistics Director Southern Europe de l'entreprise Velux. C'est bien ça? Ah, on ne vous entend pas, Vincent. Ah, et là c'est mieux? Là, c'est beaucoup mieux déjà. Excusez-moi, je disais bonjour à tous, exactement, vous avez tout à fait raison. Merci d'être avec nous. Pour commencer, alors, bien sûr, Diagma, cabinet d'organisation spécialisé dans le domaine de la supply chain mondialement connu. Mondialement connu. Hein, mais on va peut-être revenir sur quelques mots de présentation, Olivier. Rapidement, effectivement, donc on est un cabinet spécialisé dans le domaine de la supply chain. On aide nos clients à définir, à mettre en place des supply chains qu'on qualifie de smart and sustainable. C'est des termes qu'on a rajoutés il y a quelques années et qui, je pense, sont de plus en plus d'actualité. De manière schématique, on intervient à 3 niveaux chez nos clients. Pour les accompagner dans la définition de leur stratégie supply chain, on va parler d'un élément de stratégie supply chain quand on évolue vers le D2C dans la suite de la présentation. On intervient sur les problématiques de pilotage de flux. Donc là, c'est les questions qui disent finalement comment est-ce que je fais pour avoir le bon produit au bon moment et donc donner le meilleur taux de service à mes clients. Typiquement, c'est de la prévision, de la planification, de l'approvisionnement. Et puis aussi sur les opérations physiques. Donc ça, c'est tout ce qui concerne effectivement l'optimisation des moyens, entrepôts, transport, réseaux de distribution qui vont servir en fait ces flux. Et on va voir que la problématique du D2C est transverse à tous ces éléments-là et qu'on doit aborder vraiment tous ces éléments si on veut mettre en place quelque chose de pérenne et d'efficace. On travaille dans à peu près tous les secteurs d'activité dans lesquels il y a des supply chains et des flux produits à gérer, que ce soit dans la distribution, B2C, B2B, ou pour des marques ou pour des industries, encore une fois, dans tous les secteurs industriels. Et aussi, on a quelques missions dans le domaine des services, où il y a des supply chains assez particulières, mais qui méritent une attention. Voilà un petit Merci. peu. Alors Olivier, en fait, le D2C, ce n'est pas quelque chose de tout nouveau. Enfin, on peut dire que c'est quand même quelque chose qui a déjà été mis en place dans certains secteurs d'activité. Je pense par exemple à la pharmacie, où certains laboratoires pharmaceutiques ont essayé de s'adresser directement aux consommateurs. Alors oui, c'est le D2C, on en parle maintenant, mais c'est un concept qui pour moi a commencé à être mis en place il y a une petite trentaine d'années. On en parlait avec Hervé en préparant un petit peu cette intervention. Quand j'ai commencé à faire du conseil, un des premiers clients était L'Oréal, avec une entité qui s'appelait le Club des créateurs de beauté, qui avait donc rassemblé un certain nombre de petites marques, avec pour objectif déjà pour L'Oréal de toucher le client final et donc de s'affranchir de la distribution. Il y a pas mal d'entreprises effectivement dans le domaine pharma qui ont réfléchi à ça. Un autre qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, c'était Dell, qui a été assez disruptif dans son modèle de supply chain, en court-circuitant les canaux de distribution traditionnels pour toucher aussi bien les entreprises. Donc c'est pour ça que c'est pas du direct to consumer, c'est pas le consommateur, l'entreprise, mais customer, le client. Je me souviens qu'à l'époque, on disait d'ailleurs que tout le monde voulait être Dell. Ah oui, c'était... Y compris Dell. C'était vraiment quelque chose à la grande époque de Dell. Et on voit que c'est toujours d'actualité. Donc les marques dans le PGC maintenant sont en train vraiment toutes de foncer là-dessus. On voit ça dans l'équipement de la maison aussi. C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une grosse campagne de pub pour Dyson en vente directe, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, on en reparlera, je pense, dans la présentation, mais voilà, des entreprises comme Velux et d'autres,
s'intéressent beaucoup aussi à ces nouvelles manières de toucher leur clientèle. D'accord. Est-ce qu'on peut donner une définition alors de ce qu'est le D2C? Le D2C, c'est le fait pour une marque ou pour un industriel de toucher directement le client final, qu'il soit consommateur ou client professionnel, d'une certaine manière, court-circuitant les autres circuits de distribution traditionnels, donc que ce soit des grossistes, que ce soit du retail, etc. Donc on comprend la volonté, les motivations, mais j'imagine qu'il y a un certain nombre de contraintes, de défis à relever, culturels notamment. Alors, culturel, mais aussi organisationnel, mais aussi en termes d'outils au sens large. Voilà, c'est vraiment un défi assez important qui nécessite d'adresser les différentes composantes que j'ai mentionnées tout à l'heure de la supply chain si on veut arriver à être efficace. Si on regarde un petit peu ça, on essaie les consultants, donc on aime bien les SWOT ou assimiler. Ce qui fait à la fois l'effort, c'est le prérequis que doivent avoir les marques ou les industriels qui vont se lancer dans le D2C, c'est déjà le produit et la réputation du produit et de la marque. Voilà, si on veut toucher ses clients, au final, on a cette force qui est un atout important. C'est aussi la maîtrise, effectivement, de toutes les composantes du produit qui font qu'on va pouvoir penser à offrir des services particuliers ou des modes d'utilisation, enfin voilà, offrir une valeur ajoutée au client final qui n'aurait pas nécessairement au travers d'un canal de distribution particulier. Derrière ça, pourquoi on le fait? Quelles sont les opportunités? Je pense qu'il y a deux niveaux d'opportunités. Le premier, c'est tout ce qui est proximité et meilleure connaissance du client final. Et donc le fait d'avoir ce canal va même bénéficier à l'ensemble des canaux derrière, parce qu'on va avoir ce que les Anglais appellent Customer Intimacy, qui va permettre de mieux adapter ses produits et son offre sur ce canal-là, mais encore une fois, derrière par ricochet sur l'ensemble des canaux. Le D2C est lié à ça au web aussi, permet de beaucoup mieux segmenter ce qu'on va offrir aux clients, que ça peut être en termes de produits, mais aussi en termes de services, donc différencier le niveau de service qu'on veut faire. Et puis la dernière opportunité, on la redéveloppera, c'est de capter de la marge. Puisque finalement, on va s'adresser au client final avec un prix de vente qui est le prix de vente consommateur quand je suis dans le B2C ou un prix de vente final quand je suis dans le B2B. On le verra tout à l'heure avec un certain nombre de coûts complémentaires. Mais voilà, donc c'est quand même récupérer une partie de la chaîne de valeur en interne. Et si je peux me permettre de rajouter, donc, je parle un peu de L'Oréal, mais sur la partie opportunité et faiblesse, clairement, quand L'Oréal s'est lancé dans le D2C, avec son expérience des créateurs de beauté, comme l'a rappelé Olivier, c'était clairement pour aller directement au consommateur, pour capturer l'information du consommateur, qui allait l'aider à lancer les bons produits, à capter les tendances. Donc dans les opportunités, c'est vraiment être au plus proche du consommateur. Par contre, effectivement, pour L'Oréal, on s'est rendu compte que L'Oréal avait des faiblesses. Ces outils de picking-packing n'étaient pas préparés pour faire de l'unité détail. Oui. Avec nos transporteurs, L'Oréal a dû renégocier des contrats de transport qui permettaient d'être sûr d'avoir les délais de livraison en temps et en heure, parce qu'on est obligé d'avoir un tracking de la commande beaucoup plus précis. Oui. Et dans les menaces, effectivement, on a commencé à voir nos distributeurs classiques venir toquer à la porte, pas très heureux. Oui. Bon. Mais par contre aussi, dans ce qu'on a découvert, c'est que, et j'en parlerai après de la direction générale, c'est que dans les opportunités, c'est aussi une façon d'apporter des services supply chain différenciants des autres segments de distribution. Et ça, c'est vraiment une opportunité pour un industriel qui veut se lancer dans un business différent auprès des consommateurs. Et si je peux me permettre, je rejoins Hervé sur la partie relation avec les distributeurs. Nous, Velux, on est sur un agenda, on est au début, on n'est pas aussi avancé que L'Oréal peut l'être sur cet agenda D2C. Et donc, on est aujourd'hui beaucoup en relation avec des distributeurs classiques. Et c'est effectivement un point de vigilance fondamental dans l'approche de ce projet. Comment gérer la relation client avec nos clients distributeurs historiques, sans en faire des compétiteurs ou des clients frustrés par notre approche D2C. Également, on n'a pas l'ambition de révolutionner complètement et de passer à 100% en D2C, c'est pas notre ambition. On veut aller adresser une partie de nos consommateurs finaux pour bien connaître leurs besoins, les tendances futures,
c'est aussi important que l'entreprise sache où elle veut aller par rapport à la part de vente en D2C dans le futur et au B2B, qu'est-ce qu'elle veut conserver. Il y a un autre point de vigilance qui est sur notre radar, c'est l'impact sustainability de mettre en place une supply chain pour livrer des clients finaux ou des professionnels, donc des artisans, dans notre cas Velux, dans le bâtiment, par rapport à une chaîne logistique où on distribue vers des grossistes. Donc c'est une logistique optimisée, plutôt des camions bien remplis. Là, on va passer sur une distribution beaucoup plus capillaire, un impact CO2 plus important. Comment on va être perçu en tant que marque sur ce terrain-là? C'est un point de vigilance qui, pour nous, prend de plus en plus d'importance dans la société actuellement. Oui, Olivier. Oui, non, rebondir sur encore 1 ou 2 points de vigilance quand on veut mettre en place effectivement ces logiques de D2C. On l'a dit tout à l'heure, Hervé l'a dit, il faut faire évoluer un certain nombre d'opérations physiques au niveau de la supply chain. Ça peut être sur le picking, mais c'est aussi sur le transport. Les attentes des consommateurs en termes de délai, d'information et autres sont quand même très très différentes de celles qu'il peut y avoir quand on est dans une logique de B2B. Donc ça nécessite quand même de revoir ces processus-là. Ça nécessite aussi de revoir tout ce qui est planification. Les prévisions de vente se font de manière différente. La planification de production doit être adaptée parce qu'on a un besoin de réactivité. Il y a une attente de réactivité du consommateur final, quelles que soient maintenant les marques avec lesquelles il traite. On est tous habitués à avoir une commande et sans aller jusqu'au à l'âge plus 15 minutes, comme le promettent les nouveaux acteurs dans le domaine de l'alimentaire, mais avoir une hyper-réactivité que les supply chains n'avaient pas nécessairement, donc c'est mettre ça en place. Donc il faut être capable de faire évoluer ces supply chains, et surtout, il faut être capable, du coup, de gérer des supply chains différentes, et pas une seule supply chain, en essayant de faire en sorte que tout ça fonctionne de la manière la plus efficace possible. Et ça, c'est pas toujours évident. Et je rajouterais, moi... ça peut avoir des applications... ça peut avoir des applications aussi système informatique dans les organisations. Ce que mentionnait Olivier, passer d'un système monolithique à un système omnicanal, ça nécessite d'avoir des adaptations profondes des systèmes d'information, de gestion de commandes, de relations clients, de connexion avec les transporteurs, etc. Et un point important qu'a mentionné Olivier, c'est vraiment la volatilité des prévisions de vente. Oui. Quand vous passez en D2C, il n'y a plus de filtre, vous êtes en direct avec les demandes des consommateurs, il n'y a plus de stock buffer, donc du coup vous êtes soumis, si vous voulez, aux commandes smartphone, dans la cosmétique aux followers, aux influenceuses, et vos ventes peuvent être multipliées, passer de 1 à 100, 1 à 1000 en l'espace d'une heure. On a vu des ventes de mascara en Asie exploser. Et dans ces cas-là, comment prévoir ça? Comment intégrer ces éléments de volatilité, notamment avec les Black Friday, les 11/11, tous ces événements qui animent les sites Internet? Là, on ne peut pas se reposer sur des historiques. Là, c'est complètement erratique. Non. Donc on en arrive soit à constituer des stocks, mais c'est pas nos financiers n'aiment pas trop ça, il faut dire la vérité, ou alors à se tourner vers notre planification de production et à demander une agilité beaucoup plus importante de la production, ou alors à avoir aussi, on en parlera après, une interopérabilité de nos entrepôts, de manière à pouvoir mutualiser les stocks et les faire basculer de l'un à l'autre. Exactement, plus facilement. Ouais. Donc on le voit à travers ces enjeux, on a affaire vraiment véritablement à un projet d'entreprise. Il s'agit de décisions stratégiques qui engagent vraiment toute l'entreprise. Ouais, exactement, voilà. Donc ça touche la supply chain, bien entendu, mais au global, ça touche toute l'entreprise. On ne le voit pas sur cette slide-là, mais ça touche effectivement le commerce, puisque, encore une fois, on ouvre un nouveau canal de distribution et donc, quelque part, on se met dans une certaine concurrence par rapport à ces circuits de distribution traditionnels. Bien entendu, le marketing, avec les offres produits et services. Et je pense que souvent, ça met un accent plus fort sur la partie service, d'ailleurs. Donc, ça oblige à penser à un marketing plus global que simplement le marketing produit. Gouvernance aussi, puisque si j'ai plusieurs canaux de distribution, j'ai à gérer parfois des problématiques d'arbitrage, que ce soit pour gérer de la pénurie, des règles d'allocation, des règles de priorité. Donc ça, c'est vraiment des processus transverses
qui renforce le besoin d'avoir notamment un process SNOP qui fonctionne et qui soit un vrai processus SNOP intégré et pas simplement un exercice de style de la supply chain. Vincent, qu'est-ce que ça change pour vous, par exemple, dans la relation avec vos clients, qui ne sont maintenant plus tout à fait les mêmes? Ça va changer beaucoup le travail des équipes service client, puisque vous adressez beaucoup plus au consommateur final. Donc ça nécessite de revoir les outils et les process de ces équipes service client, potentiellement d'augmenter leurs ressources de manière significative, hein, parce qu'on peut faire face à des appels ou des emails de manière plus importante. Donc ça, c'est le premier impact, réorganiser et réorienter nos services clients. Ensuite, on a un atout, on pense en interne, c'est qu'on a déjà un CRM global récent qu'on a implanté l'année dernière, qui est bien connu sur le marché, et donc qui offre déjà des solutions omnicanales, donc il faut qu'on les active, mais c'est quelque chose de fondamental dans la relation client. Surtout quand une marque est réputée sur son marché pour un service client de bon niveau. Ouais. Et pour rebondir sur ce que dit Vincent, en fait, vous passez d'un service client à un service consommateur, avec une volumétrie de commandes beaucoup plus importante. Donc là, vous n'avez pas le choix. Il vous faut un outil de CRM, et puis être capable de traiter donc, la volumétrie. Vous passez à un mode de communication avec vos consommateurs qui est différent. Hein. Vous êtes en chatbot ou en call center, vous n'êtes plus en mail comme on faisait traditionnellement pour les clients des autres canaux de distribution. Et ce qu'on voit apparaître là, c'est aussi... vous êtes obligé de travailler en multifonctionnel, donc le rôle du marketing change. Les commerciaux, disparaissent, parce qu'il n'y a quasiment plus de distribution commerciale, puisqu'on est en direct consommateur. Oui, bien sûr, oui. La supply chain monte en puissance, puisqu'on offre des services différenciants, donc du coup on devient très intéressant d'un seul coup pour la direction générale, puisqu'on est capable d'apporter des services supplémentaires aux consommateurs. Donc ce rôle de gouvernance multifonctionnel est important. Et je rajoute 2 fonctions supplémentaires, le contrôle de gestion, parce que forcément votre compte d'exploitation change, on va en parler après, mais les systèmes d'information. Parce qu'on a la supply chain arrive avec une demande d'outils supplémentaires, on a absolument besoin de savoir où sont nos stocks. Donc il faut mettre un OMS qui vous permette de connaître la position de vos stocks dans le pays ou dans le monde selon la taille de votre entreprise. On a parlé d'un outil de CRM. Vous avez absolument besoin d'avoir un outil de TMS pour suivre les remontées des délais de transport, des dates de livraison de vos consommateurs et non plus de vos clients. Donc toutes ces demandes additionnelles, il faut qu'elles soient bien adressées par votre système d'information, donc par les équipes informatiques. Et puis bientôt l'intelligence artificielle voilà. aussi pour traiter de la data. La data pour les prévisions de vente. On a fait des tests, L'Oréal a fait des tests pour voir si on pouvait utiliser les données consommateurs pour influencer la construction des prévisions de vente. Bon, effectivement, l'intelligence artificielle intervient. Ouais. J'imagine qu'il y a un impact également sur la finance, Olivier. Clairement, puisque là, on change le business model, en fait. C'est un nouveau business model. Donc, ce qui se passe, la première chose que tout le monde voit, c'est une augmentation des coûts de la supply chain, ce qui est logique, puisque finalement, on va prendre à sa charge une partie des coûts qui étaient supportés par le distributeur pour passer de livraison... je caricature un peu, mais de palettes en camion complet à des livraisons unitaires, donc avec des opérations de picking et de transport qui sont certainement plus coûteuses. Alors, fort heureusement, ces coûts supplémentaires sont plus que compensés en général par des gains de marge. Il y a 2 niveaux que je mentionnais un petit peu tout à l'heure. Le premier niveau, c'est que je ne vends pas au même prix à mon client final que ce que je vends à mon distributeur. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, Hervé le mentionnait, j'ai une toute ou partie des coûts de commercialisation, force de vente, que je n'ai pas à supporter sur ce canal-là. Donc ce qui est fondamental, effectivement, quand on veut se lancer, c'est de faire un business case qui intègre bien l'ensemble de la problématique et pas simplement dire voilà ce que ça va donner au niveau de ma supply chain. Donc un travail avec la finance, avec le contrôle de gestion pour arriver à montrer effectivement le business case qui soit pertinent et confirme l'intérêt, y compris économique, de l'entreprise là-dessus. Hervé, c'est ce que vous avez vécu chez L'Oréal ? Oui, chez L'Oréal. L'Oréal a commencé à peu près il y a 6-7 ans à vouloir développer le D2C, donc à créer une task force multifonctionnelle, donc marketing, commercial, informatique, évidemment supply chain, contrôle de gestion, et on s'est rendu compte très vite qu'on allait être obligé de construire un compte d'exploitation, une structure de compte d'exploitation différente. On avait nos réflexes, nos ratios de coûts par ligne dans le compte d'exploitation. On a dû changer complètement de paradigme et on a dû vraiment se rendre... Alors, on est arrivé, nous,
supply chain en disant les coûts supply chain vont être multipliés peut-être par 5 à cause des coûts de distribution physique, transport et autres. Alors forcément, hurlement de la direction générale, c'est normal. Mais à l'inverse, on leur a montré, avec l'aide du contrôle de gestion, que les coûts de distribution commerciale disparaissaient. Ouais. Le marketing traditionnel qui brandait via les campagnes médias, télé et autres, switchait sur du marketing digital avec des coûts différents. Ouais. Que les promotions, les remises promotionnelles qu'on donnait au circuit de distribution classique disparaissaient. Ouais. Et donc la structure du PNL changeait complètement entre la partie haute et la partie charge. Ouais. Et qu'à la fin, le résultat était quand même plutôt bénéficiaire pour L'Oréal, ce qui nous a permis de justifier qu'on aurait une augmentation de nos coûts supply chain. On ne peut pas avoir le beurre et avoir les beurres. Chez Velux, Vincent? Nous, on est exactement au début de tout ça. C'est un projet d'entreprise, c'est porté par la direction générale. Ils sont effectivement déjà bien conscients que les coûts supply chain vont augmenter drastiquement pour ce nouveau canal. Mais ils sont également déjà bien conscients qu'ils peuvent demander des adaptations des coûts des services marketing et commerciaux. Comme le mentionnait Hervé tout de suite, on a des systèmes de remise habituels avec nos distributeurs. Ces systèmes de remise sont là pour aider le distributeur à financer le stock et sa logistique de distribution. Et bien, quand on reprendra nous en direct ce canal, eh bien, on va utiliser la partie de cette remise pour le remettre dans nos coûts et conserver nos marges sur ce nouveau canal. Ouais. Ça doit être des projets de transformation qui sont assez passionnants à mener. Hein. Mais avec aussi des changements organisationnels majeurs, avec une supply chain qui doit s'adapter à cette nouvelle organisation, Olivier. Clairement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a affaire plus à une seule supply chain, entre guillemets monolithique, mais à des supply chains. Alors ce qui est important, c'est de bien comprendre effectivement les spécificités en fonction des offres à la fois produits, services, les spécificités que doit pouvoir traiter ma supply chain. Et derrière se pose la question de qu'est-ce que je peux mutualiser entre mes différentes supply chains et qu'est-ce qui est vraiment spécifique. Et typiquement, en termes de stock, en termes d'opération même de picking, jusqu'où je peux mutualiser les choses et jusqu'où je dois mettre en place des choses spécifiques et en interne et ou en externe, et on peut avoir des choix très différents. Et donc derrière tout ça, il y a vraiment un point de vigilance, hein, j'ai mentionné tout à l'heure l'aspect complexité. Clairement, ça complexifie la supply chain, le pilotage des opérations, et donc il faut arriver à penser au plus simple pour maîtriser cette complexité, parce qu'autrement on peut se prendre les pieds dans le tapis. Oui. Et oui, pour ajouter, pour toujours pareil avec l'expérience de L'Oréal avait à peu près 6-7 canaux de distribution classiques. Là, vous rajoutez un canal de distribution, donc une supply chain spécifique. Alors, selon la volumétrie, vous pouvez commencer par le traiter en interne. Je parle du niveau de distribution physique. Après, quand ça commence à grossir, l'exemple de L'Oréal, on a sous-traité à des prestataires la partie physique. Mais une chose est sûre, c'est que vos équipes supply chain traditionnelles dans les différents métiers, SNOP, service client qui bascule consommateur, distribution physique, transport, soit vous leur demandez d'être beaucoup plus agiles et de traiter l'ensemble des 7 canaux, y compris le D2C, soit vous dédiez une équipe supply chain spécifique sur ces différents métiers pour traiter ce canal de distribution. Et là, ça va dépendre de la maturité, de la volumétrie. Mais il y a un moment, quand le D2C commence à prendre une certaine importance, eh bien, on s'est rendu compte chez L'Oréal qu'il fallait avoir peut-être une équipe dédiée sur différents métiers pour traiter ce canal de distribution qui était le D2C. Mais ça dépend de la volumétrie que vous traitez, en fait. Ça a été mis en place pour les 5 divisions de L'Oréal Non, en fait, ça a commencé, donc Olivier l'a dit tout à l'heure, on avait cette expérience des créateurs de beauté, une trentaine d'années, qui donnaient l'expérience du pick packing, donc à l'unité, dans des boîtes adaptées aux consommateurs. Donc ça, on l'a utilisé. Ensuite, L'Oréal a basculé, a créé des sites internet pour les marques de luxe. Et on a commencé à faire du luxe. Par le luxe, d'accord. Qui utilisent Lancôme, des sites spécifiques qui existent toujours. Et puis ensuite, l'envolée du marché chinois est arrivée. On était très bien positionné en Chine. Et donc, on a commencé à tester L'Oréal a commencé à tester l'e-commerce pour le mass market à travers ses entrepôts propres en Chine. Et donc, on voit qu'en l'espace de 10 ans, on est passé d'une expérience balbutiante de créateurs de beauté à des sites propres sur des marques de luxe, ensuite à du mass market en Chine. Et là maintenant, les 4 canaux de distribution sont adressés, y compris les salons de coiffure, y compris la pharmacie qui explose en termes d'e-commerce. Et donc toute cette partie-là,
géré centralement chez L'Oréal? C'est-à-dire Chaque division, en fait, c'est chaque division qui ouais, continue de... Il y a une équipe fonctionnelle qui supervise donc les différentes les canaux D2C, l'e-commerce, ok, et multifonctionnel, pas que supply chain. Et après, chaque division gère sa spécificité D2C, sa supply chain D2C. D'accord. Au niveau des opérations, donc. Ouais. On voit que c'est très complexe, Vincent. Est-ce que c'est nécessaire, selon vous, enfin, si on reprend l'expérience Velux, de se faire accompagner quand on doit mener un projet de cette envergure? Oui, c'est fondamental. Nous, on a choisi de se faire accompagner. C'est un projet stratégique, vraiment. Ça change le business model, ça change vraiment toutes les fonctions dans l'entreprise, et c'est un horizon de plusieurs années. Entre le moment où vous décidez de lancer ça et le moment où c'est en place. Donc c'est des changements structurels profonds de l'entreprise, de ses process et des systèmes. Donc il faut se faire accompagner et il faut regarder comment ça a pu être fait dans d'autres secteurs pour s'en inspirer, trouver les bonnes pratiques, trouver les menaces, les bonnes idées. C'est vraiment fondamental. Nous, on a identifié plusieurs risques parce qu'on se fait déjà accompagné par un partenaire, et heureusement qu'on le fait, sinon vous risquez de rester dans vos propres convictions de votre propre entreprise. Au-delà de l'expertise que peut apporter un cabinet conseil, est-ce que ça sert aussi à faire passer des messages en direction de la direction générale? Parce que avoir justement un regard comme ça externe, ce que je peux voir, nous, on a démarré l'agenda il y a quelques mois, donc on est au début, et notre horizon, c'est d'être en place d'ici 5 ans. Je peux vous dire que une entreprise comme Velux, qui est un fort leader dans son industrie, ça amène un peu d'humilité au niveau de la direction générale quand ils voient ce qui a pu être fait dans d'autres secteurs déjà, sur le D2C. Ça remet un petit peu le débat en disant, il y a déjà d'autres entreprises comme Dell et autres qui ont fait énormément de choses. On peut apprendre énormément au lieu d'essayer d'inventer nous-mêmes, en tant que leader de notre entreprise, des nouvelles choses. Il y a déjà énormément à apprendre de ce qui a été fait. Olivier, comment on s'y prend? Est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce qu'il y a une méthodologie à mettre en place? Formule magique, je ne suis pas sûr. Méthodologie, peut-être un petit peu. Ce qui est important, c'est le commencement, c'est l'offre produits-services. Et ce qui est important, en particulier dans le D2C, même si ça, de manière plus globale, c'est que ça ne doit pas venir simplement du marketing qui va dire voilà ce que je veux faire. Ça ne peut pas venir simplement de la supply qui va dire voilà ce que je peux faire. C'est vraiment quelque chose à bâtir de manière itérative entre les besoins auxquels on veut répondre et les moyens qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour obtenir ces réponses-là. Donc vraiment, je pense qu'il faut vraiment partir de là et avoir un premier socle d'offres produits-services qui va servir un petit peu de guidelines à la mise en œuvre de cette supply chain. Là encore, le modèle supply chain, c'est quelque chose à concevoir de manière très très collaborative et transverse dans l'entreprise pour que tous les acteurs soient en phase, avec une composante effectivement de gestion du changement qui est encore plus importante que dans d'autres projets, parce qu'on transforme le business model, parce qu'on touche aux clients, aux consommateurs. Et puis derrière, je pense qu'il faut avoir aussi un petit peu d'humilité, donc procéder par expérimentation. Des pilotes, du retour d'expérience et de l'agilité pour être capable de faire évoluer les offres de services, les modèles, la manière d'y répondre, etc., en fonction des résultats du pilote. Et après, d'ailleurs, même une fois qu'on a passé le stade de pilote, toujours être à l'affût, effectivement, parce que les attentes clients évoluent très très vite dans ces domaines-là. Donc, il faut là encore plus de réactivité que dans pas mal d'autres projets. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, si vous souhaitez interroger nos intervenants sur ces différents aspects. Hervé, vous vous retrouvez dans ces 3 phases de mise en œuvre? Quand je revois un petit peu l'historique de la démarche de déploiement D2C de L'Oréal, ça s'est passé exactement selon ces 3 phases. D'abord, il y a une définition des divisions qui allaient faire du D2C. Après, pour ces marques, on a dit, il y a une définition du catalogue, parce que vous ne mettez pas forcément tout votre catalogue sur les sites propres quand vous êtes en D2C. Vous avez une notion de Hero SKU, de Top SKU qui apparaît. Donc ça se définit au départ.
Après, vous avez un travail multifonctionnel, comme on l'a dit. Vous travaillez avec les équipes marketing, commerciales, donc on est dans la partie design collaboratif entre les fonctions de l'entreprise pour adresser ce nouveau canal de distribution, le D2C. Et puis après, on teste. On teste sur des sites, je vous l'ai dit, on teste sur des sites de marques de luxe, on teste sur un marché, la Chine. On voit que ça marche bien, on va déployer ensuite une autre division cosmétique active. Et puis on s'ajuste au fur et à mesure. Les services que vous offrez, que vous pensez être des bons services pour le consommateur, vous vous rendez compte que certains services, le consommateur n'en a pas vraiment besoin, donc vous les supprimez et puis vous passez à autre chose. Non, la démarche est la bonne. Oui, je rejoins Hervé, et on est nous aussi dans une phase un peu d'expérimentation sur certains marchés qui sont plus matures. La France, par exemple, n'est pas encore mature pour lancer le projet dans le détail, mais certains marchés comme la Grande-Bretagne ou le Benelux sont des marchés beaucoup plus matures. On a pu tester, et on a pu aussi tester sans être forcément immédiatement visible avec notre propre site, notre propre marque, mais créer des sites qui ne sont pas à notre marque, qui commercialisent bien nos produits, sur une gamme de produits limitée également, mais pour capter des réactions des clients et des tendances marché. On a fait ce genre d'expérimentation sur des marchés qui le permettent, pour préparer un peu sur les autres marchés l'avenir. Merci Olivier. J'ai demandé tout à l'heure quelle l'importance ça avait pour une entreprise de se faire accompagner par un cabinet conseil. Moi, la question que je vous pose, c'est quelle valeur ajoutée, vous, en tant que cabinet conseil, vous pouvez apporter aux entreprises qui s'engagent dans un tel projet? Je pense qu'il y a 3 axes en fait. Il y a l'aspect d'expérience. Donc effectivement, nous on a travaillé sur beaucoup de projets. Donc ce qu'on peut apporter effectivement de manière un petit peu condensée, c'est un retour d'expérience. Retour d'expérience, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ont fait les autres, mais ça permet effectivement de dire voilà ce qui se fait, voilà les conséquences de tel ou tel type de choses, etc. Donc je pense que ça c'est un éclairage important qu'on peut apporter. Ensuite, c'est notre expertise supply chain, ça c'est le cœur de métier de Diagma et heureusement qu'on est capable d'apporter ça à nos clients, y compris avec là encore des benchmarks, puis des outils de modélisation qui permettent de se poser les bonnes questions, sachant que la réponse qui va être bâtie peut être une réponse, encore une fois, particulière, mais en tout cas, d'être sûr de se poser les bonnes questions, de faire les bonnes analyses pour prendre les bonnes décisions, pour autant que faire se peut. Et puis derrière, je pense que c'est dans notre manière de travailler aussi, nous on le fait avec nos clients de manière très très collaborative, on a l'habitude de dire que mission c'est quelque chose qu'on co-construit avec nos clients, c'est pas Diagma qui vient, qui va faire quelques entretiens, analyser les données, dire voilà la bonne solution. Donc on co-construit ça avec nos clients et on apporte cet esprit-là de manière plus globale à l'intérieur de l'entreprise, une démarche qui permette d'intégrer tous les acteurs et pas simplement les entre guillemets techniciens de la supply chain. Oui. Très bien. Je me tourne vers la régie pour voir si nous avons des questions. Je vois que Hervé prend le micro, donc c'est bon signe. Oui, bonjour à tous. Oui, alors quelques questions, effectivement. Pourquoi D2C, Direct to Customer, au lieu de Direct to Consumer? Excusez-moi. En fait, c'est une généralisation du terme. Quand vous prenez typiquement, je prends l'exemple de Dell que je mentionnais tout à l'heure, Dell a court-circuité la distribution informatique pour aller toucher des entreprises dans un premier temps. Donc on touchait bien le client de Dell, customer, mais pas le consommateur final. Donc c'est pour ça qu'on a voulu élargir un peu l'acronyme qui effectivement est beaucoup entendu dans le terme de Direct to Consumer. D'accord. Qui dans l'entreprise est à l'origine de ces projets? Alors, moi j'ai envie de dire, je prends l'exemple de L'Oréal que je connais, c'est clairement la direction générale qui a eu l'intuition de sentir que là, il y avait une puissance marketing d'aller chercher directement le contact avec le consommateur et qui ensuite s'est tourné vers le reste des fonctions, dont la supply chain, pour déployer ce nouveau canal de distribution. Je parle de l'exemple de L'Oréal. Tout à fait. C'est pareil chez nous, c'est un projet d'entreprise. Donc ça vient de la direction générale. c'est le e-commerce. Je pense que maintenant, c'est difficile d'y échapper. C'est incontournable maintenant. Je crois qu'il y avait même plus de questions à se poser, à la limite. Peut-être que la question était se posait il y a quelques années. Mais maintenant, c'est incontournable.
Comment fait-on pour garder de bonnes relations avec ces distributeurs historiques et faire en sorte qu'ils ne vous considèrent pas comme des concurrents au lieu de fournisseurs? Oui, alors ça, c'est une question sans doute que L'Oréal s'est très vite Oui, posée. alors moi, dans mon dernier poste, donc j'étais responsable du service client du groupe L'Oréal. Donc j'étais souvent confronté à des Walmart, des Amazon, qui ne comprenaient pas que L'Oréal veuille se lancer sur du D2C directement. Et dans ces cas-là, je donne l'exemple de L'Oréal, mais L'Oréal a essayé au départ de commencer à mettre des marques, à offrir aux consommateurs des marques qui n'étaient pas disponibles pour les distributeurs classiques. Oui. Pour leur montrer que justement, il n'y avait pas de concurrence. Oui. Très vite, au fur et à mesure, vous élargissez forcément vos gammes. Mais comme en parallèle, les distributeurs classiques développent aussi leur D2C, parce qu'ils savent que ce canal, ils sont obligés de le traiter, on arrive à peu près des négociations commerciales qui sont correctes avec eux. Mais ça prend du temps, hein. Il y a des passes d'armes qui peuvent être compliquées, je préfère le dire. Moi, ce que je pense, c'est que, c'est un peu ce que tu disais, Hervé, c'est que clairement, il y a des relations qui peuvent être un petit peu difficiles ou délicates où on se lance là-dessus, mais on a les mouvements dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a effectivement les marques qui mettent en place le D2C, mais n'oublions pas que la distribution a beaucoup développé toute la partie marque propre, et qui était le mouvement finalement, le mouvement d'une certaine manière inverse, où j'allais diminuer la place que je donnais à certaines marques dans mes points de vente pour mettre en place des produits que je vais brander moi-même. Donc, voilà, ils sont capables de comprendre une logique économique, et après, bon, c'est une question d'intérêt et de bénéfices mutuels bien compris. Et je rajouterais, si vous avez une marque forte, hein, on l'a mentionné, hein, notamment avec Vincent pour Velux et L'Oréal, c'est pareil, quand vous avez une marque forte, ça vous met en position quand même plus facile pour discuter avec la distribution classique. Le fait que vous allez proposer ces marques fortes directement à des consommateurs, mais que les volumes ne vont pas perturber complètement le business des autres distributeurs. Et vous n'auriez pas, quand on n'a pas de marque forte, c'est difficile d'aller dans le D2C, en tout cas de court-circuiter les circuits de distribution classiques. Encore, enfin, je peux comprendre, enfin, la grande distribution, pour elle, c'était pas peut-être dramatique, mais pour la distribution sélective, qui repose beaucoup justement sur les marques comme L'Oréal et d'autres, j'imagine qu'ils ont vu ce mouvement pas tellement d'un très bon œil, quoi. Non, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Je pense aux pharmacies, je pense aux salons de coiffure. Et dans ces cas-là, le mieux, c'est de les associer à votre démarche et de voir avec eux quelles marques vous pouvez offrir, donc sur des marques spécifiques, offrir en direct au consumer, ou même utiliser leur proposer d'utiliser leur site D2C quand ils en ont pas souvent. Donc, mais c'est un argument qu'on peut utiliser. Soit vous avez des sites propres, on peut passer en marketplace via vos canaux à vous. Si vous n'en avez pas, laissez-nous l'opportunité de mettre quelques marques. Et voilà les marques, il faut le faire en transparence. Voilà les marques qu'on peut mettre à ce moment-là à disposition des consommateurs. Vincent, et vous j'imagine que il y a eu aussi un certain nombre de discussions avec les distributeurs spécialisés, les Leroy Merlin, les Castorama, tout ça. Oui, c'est en cours. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les impliquer dans le concept et d'essayer de voir comment on peut aussi leur apporter de la valeur ou du service. Je vais prendre un exemple. On peut très bien leur proposer de livrer en direct leurs propres clients à eux. S'ils reçoivent une commande, ils nous la passent et nous livrons leurs clients directement à leur place. C'est un service, mais ils gardent l'activité finalement. Un autre moyen, c'est d'essayer de trouver un accord avec le distributeur pour que si nous, on récupère une commande directement d'un client final en ligne, qu'on adresse ce client final pour aller prélever le produit chez le distributeur et après trouver un accord avec une bonification avec le distributeur. Donc toujours essayer de trouver un moyen d'impliquer les distributeurs et pas de l'exclure. Sinon, si vous l'approchez comme ça en disant voilà, cette activité, je vais la prendre en direct et je ne compte pas sur vous, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut essayer de les impliquer dès le début et trouver un moyen qu'ils aient un intérêt dedans. Merci. Hervé ? Est-ce que vous avez des exemples de D2C lancés par des industries agroalimentaires tenant compte des contraintes spécifiques au secteur, telles que la food quality respectée ou le panier moyen plus faible? Je me tourne aussi vers Olivier. On a un nom très connu de produit barre chocolatée qui fait aussi du pet care. Qui effectivement a développé son activité, notamment pendant le confinement, a développé son activité D2C de manière exponentielle. Spontanément, j'ai cet exemple-là. Dans les alcooliers, les alcools forts, vous avez aussi un D2C qui fonctionne bien.
Donc vous avez des industries Alors dans l'agroalimentaire du frais, peut-être pas. Okay, en tout cas, à ma connaissance. Mais par contre, ce que je viens de vous dire sur le pet care ou les alcools, oui, le D2C se prête bien à ce genre de vente. Le premier exemple que moi j'ai vu, c'est Nestlé avec Nespresso, qui là encore a créé, alors nouvelle marque, nouveau produit, nouvelle offre, pour toucher les consommateurs directement. Et ça, c'était dans les années 90. Hein. Ouais. Alors, on reste dans les exemples de réalisation. Chez qui Diagma est-il intervenu pour mettre en œuvre des projets D2C réussis? Ah, c'est une bonne question. Un Hein. certain nombre. Projet D2C réussi. J'imagine qu'on ne peut pas donner les noms de tout le monde. Non, c'est difficile de donner les noms, surtout qu'il y en a qui sont en cours. Hein, mais voilà, on est intervenu dans le secteur effectivement de l'agroalimentaire pour, alors pas mettre en place, mais développer et passer, j'allais dire, à la vitesse supérieure. On intervient aussi, alors c'est assez particulier, mais pour des entités marques propres de distributeurs, où là on a un petit peu le même type de logique. Et puis on a en ce moment un client qui est dans le B2B, dans lequel on a développé ça. On intervient aussi dans la pharma, sur donc des laboratoires pharmaceutiques, avec comme vocation là, de servir directement les officines sans passer par les circuits de répartition pharmaceutique. J'imagine que la parapharmacie aussi doit s'interroger. La parapharma, oui, c'est un vrai secteur, clairement. Ouais. Ouais. Mais la crise du Covid a dû accélérer aussi un petit peu ce mouvement. Hein, Oui, ça a accéléré ce mouvement comme beaucoup de choses dans les manières de supply, oui, tout à fait. On sent que là, le sujet est vraiment au goût du jour. Il y a eu beaucoup d'expérimentation, enfin, plus que d'expérimentation, c'était la réaction parce qu'il y a eu beaucoup d'agilité. En fait, cette crise du Covid a généré beaucoup d'agilité hein, dans le business de manière générale. Et donc, oui, il y a des choses qui se sont lancées et des choses qui vont rester. Et comme on le disait tout à l'heure, pendant cette période de confinement, les ventes e-commerce D2C ont explosé. Okay. Alors, on pensait qu'après les confinements, ça allait rebaisser. Ça a certes un peu baissé, mais là, on a franchi un palier. Ça devient incontournable. Là, le poids des ventes e-commerce en direct to consumer dans les entreprises, j'ai franchi un palier. Alors, ça peut être 10%, 15%, 20% de chiffre d'affaires, voire plus. Et ça ne va pas rebaisser. Donc, de toute façon, les entreprises industrielles vont être obligées de développer, d'accompagner ce canal de distribution. Donc, effectivement, pour l'avoir vécu chez L'Oréal, c'est bien de se faire aider, parce qu'on n'a pas forcément la science infuse face à ce nouveau canal. Et d'ailleurs, bon, à l'époque, on ne l'a pas mentionné, mais bon, L'Oréal a fait appel donc, à Diagma pour se faire aider sur la partie distribution physique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de s'inspirer de l'expérience des autres. Bah oui, parce que oui, et c'est pour ça que j'étais très content d'échanger avec mon ami de Velux, un autre canal de distribution, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problématiques, qu'on les avait abordées de manière à peu près comparable, alors que les produits sont complètement différents. Ouais, donc c'est intéressant, c'est riche. Hervé, on a encore d'autres questions? Oui, on a encore le temps pour une dernière question. Si la direction générale prend conscience qu'elle peut faire des économies sur le plan marketing et commercial, comment fait-on pour qu'elle ne cherche pas à faire de même avec les coûts logistiques? Je crois qu'il faut faire preuve de pédagogie et de travail. Et encore une fois, et c'est des messages que les directions générales entendent, de bien faire passer le message que ce qu'il faut regarder, c'est le PNL global et pas simplement ce qui se passe poste à poste. Alors c'est vrai que on n'aime pas beaucoup les augmentations de coûts dans les entreprises, mais je pense que quand on démontre un petit peu la rentabilité globale de l'opération, le message passe. Hein. Et je rajouterais, pour l'avoir vécu là avec mes tripes, c'est important quand vous êtes dans une équipe supply chain, une direction supply chain, et que vous portez ce process D2C, c'est important d'être très très lié avec votre équipe financière et vos contrôleurs de gestion, et construire ensemble sur l'ensemble du compte d'exploitation et pas seulement votre ligne supply chain, l'impact que vont avoir en change management dans les lignes du compte d'exploitation ce passage en D2C. Il faut que la finance, votre DAF, votre contrôle de gestion vous supporte. C'est à deux que vous irez expliquer à la direction générale les changements de coûts supply chain, mais aussi les bonifications dans les autres lignes du compte d'exploitation. Et c'est le financier qui sera capable de montrer que pour l'entreprise, il y a un vrai atout au niveau de la marge globale. Ouais. Nous, on pense que c'est aussi une opportunité, ce projet entreprise, de revoir notre design de la supply chain, le nombre d'entrepôts, le nombre de sites, le nombre de transporteurs avec qui vous travaillez. C'est une opportunité unique de refaire un design complet de votre supply chain et peut-être de trouver des sources d'économie
dans la supply chain, ça peut évidemment les coûts vont augmenter, mais vous pouvez aussi trouver des opportunités d'économie en refaisant un network design détaillé de votre supply chain dans ce genre de projet. Vincent, comment c'est vécu en interne par les équipes? Est-ce que ça donne une dynamique particulière à la supply? Est-ce que vous avez senti des réticences ou au contraire un enthousiasme pour mener le projet? Non, il y a plutôt de l'enthousiasme et certaines craintes, mais je dirais que l'enthousiasme l'emporte nettement. Les équipes supply ont la crainte d'aller livrer des produits comme les nôtres qui sont assez forte valeur et fragiles, Ouais. en petite quantité un peu partout dans notre pays. Voilà, c'est le risque. Ils ont peur que ça impacte la qualité de service qu'on peut faire, créer plus de litiges, créer plus de problèmes pour les clients. Mais je dirais qu'au final, l'enthousiasme de changer la supply chain, voilà, c'est l'opportunité de modifier des choses qui sont peut-être bloquées depuis quelques années. Et ça, ils y voient un grand intérêt. Cette gestion des opérations, elle est gérée en interne ou vous passez par un prestataire pour l'exercer? Pour la partie transformation, Pour la partie livraison. Livraison. En France, on a notre entrepôt, il est en propre. En revanche, le transport est sous-traité. Le transporteur est sous-traité. Voilà. Mais l'entrepôt est en propre. Oui. Donc on a nos propres équipes, notre propre système informatique. Hervé, une toute dernière question peut-être? Oui. Est-ce qu'il existe des études sur l'impact carbone en D2C par rapport aux magasins physiques? Excellente question, ça. Ouais. Si elle existe, Bonne c'est question, vrai. Je n'ai pas connaissance d'études. Alors, il y a des études sur tout ce qui est omnicanal, sur les livraisons dernier kilomètre, etc. Mais sur la comparaison des deux modèles, j'ai pas connaissance d'études. Oui. Mais par contre, je ne pense pas que, à ma connaissance non plus, je ne connais pas d'études, mais Vincent l'a mentionné dès le début de l'intervention, et il a raison. C'est un sujet, à partir du moment où vous commencez en direct au consommateur, le consommateur attend de vous qui portez une marque forte, d'avoir un acte responsable auprès de l'environnement. Et L'Oréal a toujours été très attentif à cela. Ça veut dire que quand vous allez livrer un produit directement au consommateur, il faut que le consommateur puisse comprendre que, certes, on sait que ce canal de distribution est moins sustainable que les autres, mais que vous, comme marque, vous avez posé des gestes qui vont dans la protection de l'environnement. Je pense comme ça intuitivement. Je me souviens quand la Chine s'est lancée dans l'e-commerce pour le mass market, ils ont créé des colis de livraison, alors avec la marque mentionnée dessus, mais avec des cartons recyclables. Et on a communiqué dessus à l'époque. Ouais. Okay, quand vous livrez surtout en zone urbaine, vous essayez d'utiliser du transport électrique ou à vélo plutôt que les transports traditionnels, et vous communiquez dessus. Donc il faut que le consommateur soit capable de voir que, en tant que marque, vous faites du D2C, mais vous essayez de limiter l'impact carbone de ce nouveau canal de distribution, parce que forcément il y a plus de volume, plus de carton. Mais c'est vrai qu'il y a un impact, il faut le traiter. Moi, ce que j'entends aussi depuis le début et à travers vos différents témoignages, c'est que la fonction supply chain se trouve renforcée quand même, parce qu'elle n'est plus une fonction qui gère des coûts, mais là qui participe réellement à la stratégie de l'entreprise. Complètement. C'est évident. Complètement. Et la fonction supply chain, d'un seul coup, est sous le prisme de la direction générale. Alors on pense forcément aux coûts parce que les coûts sont plus élevés, mais aussi parce qu'elle offre, je le redis, elle est capable d'offrir des services nouveaux, différenciants, directement au consommateur qui va utiliser votre marque. Et ça, une direction générale, une équipe dirigeante d'une entreprise est forcément sensible. Et moi, je m'en suis rendu compte. On a d'un seul coup, nos fonctions supply chain ont été appelées à travailler dans des task forces auxquelles auparavant jamais nous étions invités. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a voulu développer le D2C, tout le monde s'est rendu compte que la supply chain d'un seul coup prenait une importance qui n'existait pas auparavant. Et donc, du coup, on était invité pour apporter notre voix au chapitre dans la construction de ce modèle, modèle. Avec une collaboration, comme vous l'avez rappelé, Hervé, tout à l'heure, renforcée avec la direction financière, ce qui est aussi tout à fait intéressant, parce que là, on voit vraiment qu'il y a une collaboration et tout le rôle transverse de la supply au niveau de l'entreprise et de sa stratégie. Merci à tous les trois pour votre témoignage. Merci Diagmo d'avoir pris l'initiative de parler aujourd'hui de direct to
consumer ou customer, au choix. Dur, hein. Et en tous les cas, merci également à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission sur le plateau de Supply Chain Village.